Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant une heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour égayer vos dimanches en vous offrant des conseils et des infos autour de sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, Catherine, Y a pas d'âge donne la parole aujourd'hui au journaliste indépendant Étienne Delarcher. Durant 3 ans, il a infiltré 70 mosquées françaises pour voir et entendre ce que peut percevoir un musulman lambda. Ce qu'il a découvert et ce qu'il nous dévoile est en exclusivité. C'est assez incroyable, vous verrez. Y a pas d'âge pour fouiller son grenier à la recherche d'une Barbie des années 60, 70, 80, 90 qui peut valoir beaucoup d'argent. Y a pas d'âge pour essayer les sextoys et les produits cosmétiques intimes. Il m'aura tout fait sur cette antenne, David. L'été est là et qui dit été dit plaisir, mais qui dit plaisir dit seul ou à deux. C'est pourquoi la sexologue Céline Candelier va vous faire découvrir ce qui se fait de mieux en matière de jouets et de textures afin d'atteindre quoi, mon cher David ? L'orgasme, Catherine, ouais. L'orgasme. Il n'y a pas d'âge pour avoir une peau éternellement jeune et pulpeuse grâce au collagène. Alors, nouvelle tendance cosmétique, le collagène a le vent en poupe. À boire en gélule ou en poudre, nous avons voulu savoir si le collagène est un anti-âge miracle ou de la poudre de perlimpinpin, Catherine. Et oui, nous recevrons le journaliste, éditorialiste et comédien de surcroît, Christophe Barbier, actuellement sur scène au théâtre de Poche Montparnasse pour 2 pièces qu'il joue successivement, Mozart mon amour et le tour du théâtre en 80 minutes. Vous allez vous régaler. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour lever le voile sur le vrai visage de l'islam. Durant 3 ans, le journaliste indépendant Étienne Delarcher a infiltré 70 mosquées françaises pour voir et entendre ce que peut percevoir un musulman lambda. Se faisant passer pour un jeune converti, il a assisté aux prières, écouté les prêches des recteurs ou des imams, puis les a questionnés. Une expérience intense qu'il raconte dans un livre très instructif et très surprenant, Au cœur de l'islam de France, 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Bonjour Étienne Delarcher. Bonjour. Alors Étienne, Bonjour. quel est le but de cette enquête à un moment où l'islam est au cœur de toutes les craintes et des questions de la société française ? Alors moi déjà au départ je pars sur un constat, c'est que l'islam est traité de manière extrêmement superficielle dans les médias. On a quantité de petites polémiques, mais on rentre pas dans le fond. Voilà. C'était au départ un constat d'échec, et donc pour sortir de ça, moi mon objectif c'était vraiment de repartir dans le fond, et donc du coup de revenir. Donc je me suis plongé dans les textes sacrés musulmans, j'ai lu leur exégèse, j'ai lu aussi des livres de fiqh, et donc après tout ça, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui pouvait poser problème dans ces textes-là, et je suis allé interroger des responsables musulmans sur ces sujets-là, en me faisant passer pour un converti, parce que c'était, à mon avis, le seul moyen de pouvoir avoir un vrai discours sur ces sujets-là, d'avoir une parole authentique, et pas un discours convenu, voilà. Alors, je me pose une question justement pendant cette infiltration. Est-ce que, moi en tant que femme, je me pose la question en tout cas, est-ce que vous avez appris des choses sur les droits des femmes dans l'islam ? Alors, oui, malheureusement, l'image qu'on m'a renvoyée était une image vraiment déplorable. C'est un discours extrêmement sexiste. Alors je peux donner quelques exemples. Par exemple, sur la question des violences conjugales. Alors j'ai des mosquées, des grandes mosquées, c'est pas des petites mosquées de quartier. Par exemple, à la grande mosquée de Lyon, on m'a expliqué, le religieux que j'ai interrogé m'a expliqué ainsi que on pouvait donner une petite tape, on pouvait utiliser un petit bâton pour corriger sa femme. À la grande mosquée de Villeurbanne, juste à côté, là on m'a expliqué qu'il fallait donner une petite gifle. Voilà. Alors à la mosquée de El Isla, la plus grande mosquée de Marseille, là on m'a expliqué qu'il fallait utiliser un petit bâton pour corriger sa femme. Et donc voilà. Et je peux même rajouter que à ce moment-là, il y avait un enfant de 10 ans qui était juste à côté de moi. Donc c'est pas anodin, quoi. Il y a un discours sexiste qui est très présent. Alors là, je parle des violences conjugales, mais la violence conjugale, c'est le haut de la pyramide, en fait. Parce que avant de ça, il y a ce qu'on pourrait appeler la domination masculine qui est vraiment justifiée. Voilà. L'immense majorité des religieux que j'ai interrogés m'ont par exemple dit que la femme doit obéir au mari.
Enfin, pour eux, c'est une évidence, quoi. Et de obéissance. Et sur les questions d'héritage ou sur les droits de la femme, il y a quelque chose en porte-à-faux ? Oui, alors sur l'héritage, oui, clairement, l'immense majorité des religieux m'ont dit, par exemple, que les femmes devaient avoir moitié moins d'héritage que les hommes. Ça, c'est aussi très consensuel. Et une bonne partie d'entre eux, une majorité même d'entre eux, m'ont dit que cette règle-là devait s'appliquer en France. Alors, pour eux, c'était une règle qui était valable partout, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de votre investigation ? Moi, je pense que l'aspect le plus déstabilisant, en fait, c'est qu'ils n'ont pas forcément conscience de leur radicalité. On parlait tout à l'heure des violences conjugales. Par exemple, vous avez des religieux qui vont m'expliquer, par exemple, comment, et dans le détail, comment corriger sa femme, et qui, dans le même temps, vont me dire il faut faire attention aux violences conjugales. Dans leur esprit, c'était un petit coup, une petite gifle, c'était pas de la violence conjugale. Il va y avoir à peu près le même phénomène des religieux qui vont me défendre, par exemple, le fait de couper la main des voleurs ou de fouetter les fornicateurs, et qui, dans le même temps, vont aussi me dire qu'il faut faire attention aux groupes intégristes, qu'il faut faire attention aux groupes djihadistes. C'est-à-dire, ils ne se voient pas comme des intégristes alors qu'ils défendent des choses qui sont manifestement intégristes. Et vous avez eu le sentiment que le pouvoir des imams modérés au sein de la communauté musulmane, elle a vraiment du pouvoir pour se faire entendre, pour moderniser l'islam ? Alors, il y a des religieux modérés, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Mais le problème, c'est qu'ils sont isolés. Ils sont isolés. Alors, j'ai l'impression qu'ils travaillent un peu chacun de leur côté à essayer de bricoler un moyen de contourner une vision littérale ou littéraliste du texte sacré. Et alors, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, ils vont pas utiliser les mêmes méthodes. Il y en a qui vont parler de problèmes dans la traduction, il y en a qui vont dire que cette règle-là est obsolète. Et on sent que c'est un petit bricolage. Et pour que le mouvement prenne vraiment de l'ampleur, il faudrait qu'ils s'allient, il faudrait qu'ils se regroupent. Et actuellement, c'est pas le cas, quoi. Actuellement, ils sont vraiment isolés, quoi. Mais alors, quand vous avez interrogé justement tous ces religieux sur leur rapport au texte sacré, notamment le Coran, qui est quand même perçu comme une création divine pure, qu'est-ce qui en ressort pour vous ? Il y a une grande difficulté à prendre de la distance. Ça, c'est vraiment... dans leur esprit, c'est Dieu qui a dit, et donc du coup, il faut suivre, il faut appliquer. Et de la même façon, on va avoir un phénomène assez similaire avec la Sunna, c'est-à-dire les textes, les paroles du prophète. Enfin, le texte, c'est des paroles rapportées du prophète, plus exactement. Et donc là aussi, il va y avoir un suivisme aveugle. C'est-à-dire, le prophète a dit, le prophète a fait, et du coup, il faut suivre. Et quand on est dans cette logique-là, effectivement, c'est très difficile de prendre du recul, c'est très difficile d'adapter le texte à l'époque et à la société actuelle. Mais tout à l'heure, vous parliez d'un des châtiments qui est notamment cruel, d'ailleurs, qui est notamment de couper la main d'un voleur. Mais en 2024, ils trouvent ça encore normal ? Alors, je vais vous donner un chiffre. Cette question-là, je l'ai posée à 15 religieux. Sur les 15 religieux que j'ai interrogés, il y en a 14 qui m'ont dit qu'il fallait appliquer cette règle-là. Alors, ce chiffre-là, je vais un petit peu le nuancer. Parmi ces religieux-là, il y en a une bonne partie qui vont prendre, alors, on ne peut pas vraiment dire du recul, mais un petit peu, on va dire, ils sont mal à l'aise avec cette règle-là. On sent qu'ils sont mal à l'aise. Ils vont prendre des minutes, voire des dizaines de minutes pour m'expliquer qu'il y a plein de conditions à remplir, que c'est pas comme ça, que c'est vraiment une règle exceptionnelle. Et de l'extérieur, on a vraiment l'impression qu'ils sont prisonniers de leur religion. Ils sont mal à l'aise avec cette règle, mais ils sont incapables d'aller au bout et de dire cette règle-là, elle est obsolète. Oui. Et pourtant, il faudrait, quoi. Mais alors, par exemple, si on prend quelque chose de concret, le débat sur le burkini, par exemple, est-ce qu'il peut favoriser une réforme de l'islam aujourd'hui ? En vrai, non, je pense pas. Toutes ces petites polémiques-là qui durent depuis des années et qui reviennent de manière régulière, parce que le burkini, on l'a quasiment tous les ans, en vrai, ça sert à rien. Moi, je pense qu'il faut vraiment il faut retrouver une sérénité sur ces questions-là. Il faut sortir de ces débats creux et je pense qu'il faut une sérénité. Il faut que la communauté musulmane ne se sente plus assiégée. Il faut qu'elle se sente, qu'elle soit rassurée. Et
je pense que s'il y a une réforme, elle viendra de l'intérieur. Elle viendra de l'intérieur de la communauté musulmane. Ça va être les responsables musulmans, ça va être même les musulmans eux-mêmes qui peuvent mener un travail de réflexion sur ces sujets-là. Et voilà, c'est plus possible aujourd'hui, en 2024, de dire qu'il faut couper la main des voleurs. Il faut sortir de ça. Et moi, je pense que ça peut arriver. Il y a un certain nombre de responsables religieux qui commencent à sortir, qui commencent à s'éloigner de cette vision très littérale du texte. Et il faut les encourager. Moi, je pense que c'est plus un... Et finalement, en ayant partagé tout ce temps avec eux, quelle vision vous avez l'impression qu'ils ont de la société française ? Alors, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que d'un côté, l'immense majorité des religieux que j'ai interrogés ont une vision théocratique. Ils veulent une théocratie, ils veulent appliquer la charia. D'un autre côté, même s'ils veulent appliquer la charia, c'est pas forcément des gens qui sont militants. Moi, je vous donne un exemple. À la grande mosquée de Villeurbanne, le religieux que j'ai interrogé, il m'a défendu pendant de longues minutes l'importance de la charia, l'importance d'appliquer la charia. Mais dans le même temps, ce religieux, il m'a dit aussi que on est en France, dans un pays non musulman, et donc du coup, il faut pas choquer, il faut pas, il faut s'intégrer, il faut il n'était pas du tout dans une logique revendicative. Et du coup, la laïcité, alors qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, la laïcité, c'est difficile parce qu'en fait, dans leur vision théocratique, la religion et la politique sont complètement entremêlés. Oui. Donc les deux sont vraiment liés, quoi. La laïcité n'est juste pas intégrée dans cet idéal-là. Écoutez, merci beaucoup Étienne Delarcher. Merci énormément. Je rappelle votre livre que je vous invite tous à lire. C'est vraiment un livre qui est très très instructif et surtout très surprenant, et il interroge et jamais ne condamne. Ce livre s'appelle Au cœur de l'islam de France, 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées. Donc c'est par Étienne Delarcher, c'est aux éditions du Rocher. Voilà, c'est vraiment un livre important dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci Étienne pour cet éclairage. Merci à vous. Merci. David, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour fouiller son grenier à la recherche d'une Barbie des années les 60, 70 80 voilà, qui pourrait 90, Catherine. Pourquoi pas, qui pourrait valoir beaucoup d'argent. On se retrouve dans quelques minutes avec une collectionneuse. Je vous en dis pas plus, à tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, y a pas d'âge pour fouiller son grenier à la recherche d'une Barbie des années 60, 70, 80, voire 90 qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Mais rigolez. Mais je rigole pas, je rigole pas. Le jouet le plus vendu au monde. Des millions d'enfants ont joué avec elle. Elle a été lancée en 1959 au Salon du Jouet de New York. Et tout cela grâce à une femme, Ruth Handler, la maman de Barbie, qui était l'épouse d'Elliot Handler, le fondateur de la société de jouets Mattel. Mattel Barbie. On a le lien. Et cette idée, Ruth Handler va l'avoir grâce à sa fille Barbara, qui jouait avec des poupons. Et oui, parce qu'à cette époque, les poupées aux allures de femmes, n'existaient pas. Mais au cours d'un voyage en Allemagne, Ruth découvre Lily, une poupée sortie d'une BD. Elle va en acheter plusieurs, changera le look de cette poupée qui deviendra Barbie. Vous savez combien de Barbies sont vendues, mon cher David ? 100 Barbies sont vendues dans le monde en 1 minute. Elle représente 250 métiers. Elle a 175 apparences physiques différentes. Barbie évolue avec notre société et évidemment, elle lance même des modes. Bonjour Isabelle Hugo. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, collectionneuse, styliste à Paris. Vous avez combien de Barbies ? Parce que c'est une vieille histoire, Barbie et vous. Alors, c'est une très vieille histoire. Je pense que ma première Barbie, je devais avoir 10 ans. Et j'ai fait un effort. Je les ai comptées pour vous. Parce que c'est quelque chose qui m'est très difficile. Parce que mes Barbies sont une famille qui fait partie de notre vie familiale. Et je dois en avoir un peu moins de 60. Ce qui n'est pas du tout une très grosse collection. Elles sont sous vitrine ? Pas du tout, absolument pas. Parce que l'idée, c'est de jouer. Je ne collectionne pas, je joue aux Barbies. Ah, donc on vient chez vous, on dîne et on joue. Et voilà. On fait la dinette. Les adultes, les enfants, tout le monde est invité à jouer. Génial. Et c'est le cas. Alors, quel a été l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui un jour vous a donné envie de collectionner cette poupée, la Barbie ? En réalité, je ne pense pas qu'on
collectionne. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on devient accro. Vous commencez avec une poupée, bien évidemment, vous achetez des vêtements, des accessoires, vous avez envie d'une autre poupée. Et en fait, ça se fait, je dirais, naturellement. C'est pas un esprit de collectionneur comme des collectionneurs de pièces anciennes. Non, c'est plutôt une espèce de tribu qui se forme à votre insu, dû au marketing de Mattel, bien sûr. Bien sûr. Puis alors, il y a aussi ce plaisir de l'habiller, les accessoires. Parce que finalement, vous êtes devenu styliste un peu grâce à Barbie ? Totalement. Parce que moi, j'ai commencé avec des poupées et j'ai fini avec des appartements que je construisais avec ma voisine. Ça allait du papier peint au robinet, aux meubles, aux tenues, aux histoires. Et bien évidemment, j'en suis arrivée à en faire un métier. Mais je pense que je ne sais pas si c'est Barbie qui m'a amenée à ce métier ou c'est ma passion de la mode et de la beauté qui m'a amenée à jouer au Barbie. Je pense que c'est... les deux, ce sont les deux. Alors justement, comme vous êtes créatrice, styliste, est-ce que pour vous, la Barbie d'aujourd'hui a toutes les qualités de la Barbie des années, d'il y a 50 ans, par exemple? Alors, ce qui est très intéressant chez Barbie, c'est qu'elle suit l'évolution de la femme. Déjà morphologiquement, les Barbies que je collectionne, c'est-à-dire la période mode 68, année, je ne dirais rien d'autre. Oui. Barbie est d'une façon générale érotique et féminine. Mais elle s'est adaptée, puisque à l'heure d'aujourd'hui, les morphologies des Barbies ont évolué. Elles ont moins de poitrine, elles ont des hanches un petit peu différentes. La morphologie de Barbie a suivi l'évolution de la femme. Bardot à la belle époque. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les années 68 parce que c'est ce qu'on appelle la période mode. Et donc, au niveau des créations de vêtements, c'est juste hallucinant. Et au niveau de la morphologie de la Barbie, moi, c'est la twist and turn. Comme vous pouvez voir, les radios, vous ne les verrez pas, mais elles ont la taille qui tourne, les jambes qui plient et des cils. Voilà, donc elles sont vraiment typiquement bien conçues pour les changer. Oui, c'est un mannequin et pas une poupée. C'est un support de l'imagination. D'accord. Donc elle a évolué effectivement, elle accompagne les changements de la société et les mœurs aussi. D'une part, oui, la morphologie, bien sûr, mais surtout Barbie est une pionnière. D'abord, elle a eu des amants. Elle ne s'est jamais mariée, en dépit de toutes ses robes de mariée. Elle a des amants, elle a eu des bébés, elle était enceinte sans mari. Bon, c'est quand même marrant. Ça arrive à des gens très bien. N'est-ce pas ? Très bien. Et donc, je trouve que Barbie est une femme libre. Bien avant qu'on en parle, elle l'était, puisque donc déjà ses mœurs amoureux l'étaient. Et ça... on va dire sa vie professionnelle, elle a été astronaute, elle a fait tous les métiers du monde. Et pour parler d'ethnie, moi qui suis la maman de petits-enfants antillais, moitié-moitié, Barbie en 70, une Barbie très black, elle a les cheveux défrisés. Et en 72, elle a les cheveux coupés rouges. Donc quand même, c'est très amusant. Je vous parle des années 70 et 72. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet, parce que nos auditeurs se posent tous la question qui était en préambule. Quelles sont les Barbies qu'on peut avoir dans nos greniers et qui sont les plus recherchées par les collectionneurs et jusqu'à combien peuvent-elles valoir, Il y a plusieurs critères, notamment dans les poupées justement anciennes. Alors, pas les toutes premières 65 où elles avaient moins ce problème, mais à partir de 68, elles ont des plastiques qui ont malheureusement tendance à jaunir avec les années. Les maquillages qui sont très beaux, parce qu'elle a un côté Marie-Antoinette, les joues très roses et les lèvres très roses. Les maquillages, enfin les peintures s'effacent, les cils se cassent, les tailles ne tournent plus, les genoux sont abîmés, un peu comme nous avec l'âge. Et du coup, évidemment, quand on trouve des poupées qui sont en bon état, les prix peuvent très vite s'envoler. C'est ça l'idée. Donc on est dans quelle fourchette ? Quelle fourchette à peu près ? Si vous êtes dans des Barbies vraiment dans un état exceptionnel, on ne parle pas sous boîte, on peut atteindre 2000, 3000 euros sans problème. Et évidemment, si on a des produits comme une Barbie Twist and Turn 68 sous boîte en très bon état, oui, on peut être dans ces fourchettes sans problème. Le tout est de la trouver parce qu'il n'y en a plus ou très peu. Je parle de celles qui sont sous boîte, en boîte. Mais alors, moi, j'ai vu que la Barbie Midnight Red de Billy Boy, le créateur de mode, a été vendue chez Christie's 927 000 €. C'est possible, ça ? Parce qu'il est iconique, Billy Boy. C'est lui qui a fait...
qui est à l'origine de beaucoup d'expositions magnifiques sur Barbie et les grands couturiers. C'est un styliste de très grand renom qui a vraiment aimé Barbie et qui l'a aidé à devenir cette icône de mode. Donc voilà, évidemment, nous, collectionneurs, on ne peut pas résister. Donc évidemment, la rareté fait le prix, bien sûr, fait l'offre. Les vêtements coûtent très cher aussi. Très cher. Alors, ce qui se passe dans les vêtements, ce sont les accessoires. Évidemment, les petites filles avaient tendance à tout perdre. Et vous avez des petits accessoires comme, par exemple, la tenue de Barbie en 68 ou même avant, parce qu'elle a même été produite en 66, la cavalière. Oui. Vous avez les bottes, la bombe, la veste d'équitation, la lavalière, la perle qui se met dans la lavalière, la bombe. Vous avez la cravache. Tous ces objets-là font l'objet d'une frénésie, puisque bien évidemment la cravache est introuvable, oui. La perle qui tient la lavalière, j'en parle même pas, voilà. Tout ça fait que ça peut... Alors la cravache et la perle, par exemple, ça peut valoir jusqu'à combien ? En fait, ça se passe sur des salons la plupart du temps. Parce que moi, je n'achète pas trop sur le net, parce que le risque, c'est d'être très déçu. Un objet, il vaut mieux le voir, surtout sur les Barbies, parce qu'il y a cette problématique de vieillissement. Je sais pas, je crois que quand on aime, on ne compte pas, non ? Mais on est sur plus de 1 000 euros, par exemple ? Non, pas forcément, sur des 500, petits 800 accessoires. Peut-être moins, si vous avez une chance, vous achetez un lot, et dans le lot, il y aura une cravache, par exemple. Coup de chance. Alors justement, Isabelle, est-ce que vous avez vu le film Barbie ? Non. Non ? Je m'y refuse. Ah. Non mais Barbie, moi, c'est un rêve. C'est un monde dans lequel je me réfugie pour supporter l'atrocité du monde actuel, sa violence, ses divisions, tous ces problèmes de haine entre les gens. Je ne peux pas le supporter et je crois que je ne l'ai jamais supporté. Et donc, mon univers Barbie, c'est un univers un peu d'échappatoire. Et en fait, vous craignez que le film, en fait, abîme cette image ? C'est ça. C'est comme si vous alliez voir, moi, mon icône, Mylène Farmer, que je suis allée voir des milliers de fois sur scène. On m'a souvent proposé d'aller la voir en backstage. Je ne veux pas casser le mythe. Et le film Barbie, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, votre imaginaire peut être mis à mal dans un film. Alors, vous qui êtes maman, avec et même... grande-maman, avec le fléau que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que Barbie, elle peut encore avoir sa place auprès des petites filles ? Oui, je pense que Barbie a sa place, mais ce qui est très amusant, c'est que les petites filles ne jouent pas du tout au Barbie comme nous, à l'époque. C'est-à-dire qu'elles ont une Barbie par thème. Elles ne changent pas leur poupée. Elles les jettent. D'accord. Et oui, alors que nous, on était bêtement attachés à une Barbie. C'est incroyable, ça. Merci Isabelle d'avoir partagé avec nous cette passion pour Barbie. Avec bonheur. Franchement, merci pour cette collection incroyable. Alors j'aime beaucoup celle avec les petites briques. Là, elle aime bien, on va lui offrir. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour essayer les sextoys et les produits cosmétiques intimes. Alors l'été est là et qui dit été dit plaisir, mais qui dit plaisir dit seul ou à deux. C'est pourquoi la sexologue Céline Candillier va vous faire découvrir ce qui se fait de mieux en matière de jouets ou de textures afin d'atteindre l'orgasme à coup sûr. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour avoir une peau éternellement jeune et pulpeuse grâce au collagène. Et ça doit marcher parce que je vois Ariane qui arrive avec une peau sublime. Nouvelle tendance cosmétique, le collagène a le vent en poupe dans la presse, les pharmacies, les réseaux sociaux, à boire en gélule ou en poudre. Bon, écoutez, vous voulez essayer vous aussi ? Mais j'essaye. Nous avons voulu savoir si le collagène est un anti-âge miracle ou de la poudre de perlimpinpin. On vous dit tout dans quelques minutes. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et avant de découvrir les bienfaits du collagène pour avoir un teint superbe, évidemment, eh bien David, vous avez décidé de vous pencher sur les sextoys, mais dites-moi pourquoi je ne suis pas étonnée, et les cosmétiques intimes, afin de pouvoir multiplier l'intensité et la fréquence des orgasmes de nos auditeurs et de nos auditrices. Mais effectivement, Catherine, quelle gentille attention, mais franchement. effectivement, il n'y a pas d'âge pour essayer les sextoys et les produits cosmétiques intimes. Alors l'été est là, et qui dit été dit plaisir, mais qui dit plaisir dit seul ou à deux. C'est pourquoi, pour découvrir ce qui se fait de mieux en matière de jouets ou de textures afin d'atteindre le nirvana orgasmique, nous avons appelé notre sexologue lyonnaise préférée, le docteur Céline Candillier. Bonjour Céline Candillier. Céline. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors Céline, quelle est la première chose à prendre en compte avant d'acheter un sextoy ?
Est-ce qu'on en a déjà utilisé ou pas? Est-ce qu'on a depuis longtemps ou pas des relations intimes? Ou est-ce qu'on a fait une pause dans sa vie pour diverses raisons, être célibataire, le veuvage, ou voilà. Ça, c'est les choses importantes. Alors, moi qui suis une femme, évidemment, je vais vous demander, qu'est-ce que vous conseillez comme sextoys pour les femmes? Tant qu'à faire, excuse-moi David, mais Donc, si c'est la première fois ou si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de relation intime, on commence toujours par les plus petits modèles pour se remettre en lien avec sa sensualité et sa sexualité. Alors, il y a différents types de produits en fonction de ce qu'on veut. Il y a ce qu'on appelle effectivement le vibromasseur qui a différentes formes. Ça peut être la forme d'un œuf, la forme d'une poire, la forme de plein de choses. En fait, c'est des jouets qui sont dotés de vibrations et qui permettent de stimuler toutes les zones sensibles du corps. Ensuite, il y a spécifiquement maintenant ce qui est sorti. Alors, je peux pas donner la marque, mais le stimulateur clitoridien avec impulsion d'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct et c'est le flux d'air en fait, qui va sur le clitoris favoriser l'excitation et les sensations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le GOD, qui permet la pénétration vaginale ou anale. Et ensuite, les boules de geisha, qui permettent en plus le renforcement musculaire pelvien. Vous pouvez faire ça seul ou en couple, puisqu'en couple, il y a certains jouets qui peuvent être télécommandés à distance et ça peut être un petit piment supplémentaire dans la vie de couple. On le voyait d'ailleurs dans la bande dessinée, le déclic de Manara. Et Céline, pour que les hommes ne soient pas en reste, quel sextoy peut nous procurer du plaisir? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, pour les hommes, il y a les anneaux vibrants qu'on met à la base du pénis, qui peuvent à la fois fournir du plaisir à l'homme, mais aussi au partenaire ou à la partenaire de façon complémentaire. Il y a les masturbateurs masculins qui sont en forme différemment, soit de bouche, soit de vagin. Enfin, il y a différentes sortes de masturbateurs masculins. Et pour la stimulation prostatique, il y a les plugs, ce qu'on appelle les plugs anneaux, qui permettent effectivement d'aller stimuler la prostate via une pénétration anale. Alors, quand on dit pénétration anale, on dit forcément lubrifiant. Alors, et la cosmétique intime? Alors, laquelle faut-il choisir? Et en fonction de quoi? Juste un aparté sur le lubrifiant. Il y a 3 types de lubrifiant. Lubrifiant eau, lubrifiant huile, lubrifiant silicone. Lubrifiant eau, on peut l'utiliser avec tous les sextoys et c'est quand même celui qui est le plus facile. Lubrifiant silicone, c'est bien si vous allez dans l'eau parce qu'en fait, ça résiste à l'eau. Lubrifiant huile, surtout, on ne le prend pas si on a des rapports sexuels avec préservatif parce qu'en fait, ça abîme le préservatif. Donc, le plus simple, en fait, c'est de chercher lubrifiant eau. Il suffit juste d'en remettre plus régulièrement. Ça, c'est le lubrifiant et je voulais vraiment faire un point là-dessus. Sinon, il y a le baume pour la vulve qui permet de protéger la vulve. Il y a des parfums effectivement intimes qui permettent de, si on n'est pas à l'aise, parce que ça arrive parfois, d'avoir une odeur qui nous convienne au niveau de notre sexe. Il y a de l'huile chauffante aujourd'hui qui existe ou le baume chaud-froid qui permet aussi de ressentir des sensations vis-à-vis du froid qui peut stimuler les choses. Voilà, on a les gels de massage intégraux aussi. Ce qui est pas mal parce qu'en fait, les gels de massage intégraux permettent à la fois de faire le massage et de commencer effectivement à pouvoir être sensible sur toutes les parties de son corps et de continuer en lubrifiant. Et ben voilà. Dis donc, la panoplie est grande. Vous avez pris des notes, Catherine, pour votre petit shopping? C'est bon, j'ai encore toute ma tête. Très bien. Écoutez, merci énormément, docteur Céline Candelier, de nous avoir éclairé sur tous ces sextoys et produits intimes qui peuvent décupler le plaisir chez la femme et chez l'homme, rappelons-le. Et pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet ou un autre, votre cabinet est toujours à Lyon? Mon cabinet est toujours à Lyon et Always Valentine les attend sur Internet. Voilà, avec d'autres conseils de sextoy et de produits de cosmétiques intimes. Tout à fait. Merci docteur Candelier. Et maintenant, il est temps de retrouver notre spécialiste santé beauté, la vitaminée. Qui a pu... Et divine. Merci. Ariane Goldet qui aujourd'hui a décidé de lever le voile sur l'efficacité des produits à base de collagène. Mais oui, Catherine. Alors, le collagène, nouvelle tendance cosmétique. Il a le vent en poupe dans la presse, dans les pharmacies, sur les réseaux sociaux. On peut le boire, on peut le prendre en gélule ou en poudre. Eh ben, nous, on a voulu savoir si ce fameux collagène dont on nous rabat les oreilles, eh bien, est-ce qu'il est un anti-âge miracle ou alors est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin, Catherine?
moi je trouve ça très bien. On prend tous les jours. Eh bien, moi, pour avoir une réponse, parce que je n'en ai pas encore pris, j'ai une seule personne sur qui je peux, Mais je veux savoir, à qui je peux me fier, lequel est c'est Ariane Goldet, parce qu'Ariane Goldet a mené l'enquête et elle a tout testé. Ça fait un moment que je suis sur le dossier, je vous le dis franchement, parce qu'avec tout ce qu'on voit écrire, il faut vraiment, pour se faire une idée, il faut vraiment bien se renseigner. Bon alors, Ariane, le collagène, c'est quoi? Alors, d'abord, le mot collagène, ça veut dire colle. C'est producteur de colle. Et la plus ancienne colle, elle date du 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on se sert de collagène, ça rentre dans la gélatine dans l'industrie pharmaceutique et puis aussi dans les produits cosmétiques anti-rides. Mais le collagène, c'est la protéine la plus abondante dans notre corps. Donc, elle rentre dans la composition des vaisseaux sanguins, de la peau, des cartilages, des tendons, des muscles et des ligaments. Et donc, c'est le collagène qui assure la résistance. Donc, avec l'âge, le collagène est moins important et surtout moins résistant, d'où l'intérêt pour un apport extérieur de collagène qui est recommandé aux sportifs, aux personnes qui souffrent d'arthrose, de problèmes articulaires et toutes celles qui souhaitent avoir une belle peau tonique, des cheveux et des ongles plus vigoureux. C'est une solution anti-âge, d'où le succès en ce moment. Bon, et il y a différentes formes de collagène. Oui, alors là, il faut... Petite leçon de chimie, mais bon, allez, on y va. Importante. Il y a plusieurs formes de collagène. Il y a le collagène natif. C'est sa forme initiale, tout entier, qui est assez mal assimilé par l'organisme. Vous préférez donc ce qu'on appelle le collagène hydrolysé ou les hydrolysats de collagène, c'est-à-dire que ce sont des petits bouts de collagène. C'est-à-dire que vous donnez à votre organisme du prêt à l'emploi. Il va pouvoir absorber plus rapidement et plus intensément donc ces petits bouts de collagène. C'est écrit sur les boîtes, hydrolysa ou natif. Donc, vous regardez bien, on recommande de prendre 10 grammes par jour, le plus souvent en poudre. Alors, vous les trouverez surtout en pharmacie avec des marques comme, je vous ai apporté Colpro Pur, qui a toute une gamme, et collagène vital, biocide, granion vital, protéines, collagène peptide, Délab. Et puis aussi, il y a nombreuses maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, des marques de cosmétiques qui proposent du collagène à avaler, à mettre dans leur routine, comme Beauty Demain. Voilà. Alors, mais il y a collagène bovin et collagène marin. Comment on fait la différence? Alors, déjà, le collagène est d'origine animale. Le collagène végétal n'existe pas. Bon, déjà, ça, c'est une chose. Le collagène bovin et le collagène d'origine marine, ils ont à peu près les mêmes bienfaits dans le cadre d'une supplémentation. Donc après, c'est une question de choix personnel, d'éthique, de goût, de problème d'allergie. Le collagène bovin, il vient des déchets de l'industrie de la viande, de la peau, des os, des tendons. Donc, bon, si vous n'aimez pas la viande, ne mangez pas de viande, déjà, c'est exclu. Ensuite, l'important, c'est de se renseigner sur les conditions d'élevage. Le collagène marin, ça vient des cartilages, des arêtes, de la peau du poisson, des crustacés. Là encore, si vous êtes allergique à l'iode ou aux crustacés, c'est pas pour vous. Donc, vous regardez de près sur la boîte l'origine du collagène, vous choisissez des collagènes de qualité, sachant que le collagène bovin est un petit peu moins cher que le collagène marin. Mais de toute façon, on ne va pas vous dire si le bovin il a été élevé en bio ou pas. Ah si. Sur Internet, tout si vous regardez, il y a des marques, par exemple, cette marque-là, Colpropus, c'est très l'élevage est très surveillé. Il y a une traçabilité. Bon, quand vous achetez des collagènes qui viennent de l'autre bout du monde, alors là, vous savez pas trop s'ils n'ont pas eu beaucoup d'hormones ou pas. Voilà. Concrètement, Ariane, vous qui avez mené l'enquête, le collagène, est-ce que son efficacité a été prouvée? Alors, grande question. Selon UFC, quoi choisir? Les rares essais cliniques sont mal conduits sur un nombre de patients trop petit sans être comparés à un placebo. Et puis, vous avez de nombreux scientifiques qui disent qu'il n'y a pas vraiment de preuve d'efficacité. Mais d'un autre côté, vous avez des laboratoires qui justement fabrique du collagène, qui vous apporte des études, il faut bien regarder. Et surtout, depuis des années, vous avez beaucoup de gens qui en prennent et qui vous disent qu'ils s'en ressentent vraiment les bienfaits. Donc, beaucoup de médecins le recommandent. Donc, moi, je conseille à chacun de faire son expérience. 10 grammes par jour, c'est pas la peine d'avaler la boîte le premier jour, ça sert à rien. 10 grammes par jour pendant au moins 2 mois. Et là, vous voyez la différence. En général, il y a une dosette. Merci. Oui. Alors, merci, il y a dosette, Ariane. il y a petit sachet. On va y revenir. Merci beaucoup, Ariane Goldet, pour cet éclairage minutieux sur les bienfaits de la dernière folie cosmétique du moment, le collagène, et vous l'avez compris, avec parcimonie. Avec parcimonie. 10 grammes par jour. Parcimonie. 10 grammes par jour. Et à bon il y a escient. une dosette, on ne peut pas se tromper. Merci, restez avec nous dans quelques instants. Christophe Barbier, actuellement au théâtre, sera avec nous. À tout de suite.
Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Tout de suite, nous recevons le comédien, journaliste et éditorialiste Christophe Barbier qui nous enchante tous les lundis sur la scène du théâtre de Poche Montparnasse pour 2 fois 90 minutes de plaisir, Catherine. Absolument. Mozart, mon amour, le tour du théâtre en 80 minutes. 2 pièces qui se succèdent tous les lundis soirs. Effectivement, l'une à 19h, l'autre à 21h. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous écrivez, je ne citerai que quelques livres, Peuple de colère, Le Monde selon Molière, Le dictionnaire amoureux du théâtre, un régal. Vous êtes un passionné de théâtre. Comment faites-vous pour tout faire? D'où vient ce feu sacré, Christophe? Vous savez, on n'a qu'une seule vie, donc il faut en avoir plusieurs, et puis la passion est le meilleur des moteurs. C'est vrai. En fait, chaque activité repose de l'autre. Quand on est un peu fatigué par le journalisme politique, en ce moment c'est assez épuisant, monter sur scène, c'est vraiment une évasion, c'est absolument extraordinaire. Et puis la présence du public, la communication avec les spectateurs, c'est un bain de jouvence à chaque fois. Donc on n'a pas de mérite en fait à être passionné et à trouver l'énergie, c'est vraiment une magie. 3 heures sur scène, c'est beaucoup quand même, hein? Oui, c'est beaucoup. Je sens parfois le poids des années quand même à la fin. Heureusement pour moi, j'ai un marathon dans mon seul en scène sur le théâtre. Oui. Et ensuite, pour Mozart, mon amour, je suis le narrateur. Mais ce sont les musiciens qui ont la part belle, le pianiste, la cantatrice, qui vont mettre en valeur les œuvres de Mozart. Moi, je raconte sa vie. Et alors, Christophe, comment est né cet amour pour le jeu, pour la scène, pour le théâtre? Et surtout, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté sur scène en tant que comédien? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh oui, je m'en souviens très bien et je m'en souviens d'autant plus que le 24 juin, ça sera le 40e anniversaire de ma première montée sur scène. Ah oui. Le 24 juin 1984, j'étais sur scène pour la première fois, c'était pour jouer Cyrano de Bergerac. Et j'ai l'impression d'avoir été foudroyé ce jour-là. Il y a des sensations physiques que j'ignorais, qui m'ont saisi. D'abord, cette chose terrible, horrible, affreuse qui s'appelle le trac, que je raconte dans mon spectacle, comment vous avez l'impression d'avoir une araignée qui vous dévore de l'intérieur quand vous avez le trac. Et puis cette libération qui est l'entrée en scène, parce que le seul moyen de vaincre le trac, c'est pas de rentrer chez soi, c'est d'entrer en scène, c'est de se jeter dans le vide. Vous êtes là comme le sauteur du plongeoir qui a quitté le plongeoir mais qui n'est pas encore dans l'eau glacée. C'est entre deux, c'est vertigineux. Mais je me souviens aussi bien sûr de la fin, des applaudissements, de la joie partagée avec les camarades. Et donc le théâtre, c'est quoi? C'est quand on est sur scène, quand on est avant d'entrer en scène, on se dit plus jamais, je ferai plus jamais ça. Et quand on sort de scène, on se dit mais je vais recommencer tout de suite. D'où le fait d'avoir 2 pièces l'une à la suite de l'autre. Exactement, et de surtout se dire pourvu que ça ne s'arrête jamais. Alors vous avez dit récemment, la politique et le théâtre sont 2 frères jumeaux inséparables. Vous le racontez d'ailleurs dans le tour du théâtre en 80 minutes, une pièce qui résonne tout particulièrement en ce moment. L'hémicycle est un grand théâtre vivant, vous le dites, mais qui est un peu mort, non, en ce moment, avec des acteurs sur un siège éjectable? Ah oui, le théâtre fait relâche et il y a un immense casting qui est organisé dans le pays pour trouver les 577 prochains acteurs. Il y aura beaucoup de figurants parmi ces acteurs, mais il y aura aussi quelques premiers rôles. Et puis vous avez vu, on va peut-être assister au comeback de vedettes oubliées. François Hollande, qui était la star du musical il y a 10 ans, il veut remonter sur les planches. Donc oui, vous voyez, il y a vraiment une gémellité entre théâtre et politique, avec une différence quand même. Au théâtre, on ne meurt pas vraiment sur scène. Quand le rideau tombe, ça y est, on retourne dans la vraie vie. Oui. Les politiques, ils engagent le vrai destin d'un vrai pays, d'un vrai peuple, et donc c'est évidemment beaucoup plus sérieux. Mais tous les deux sont nés en même temps, vous savez, la Grèce antique a inventé en même temps le théâtre et la démocratie. Et alors, dans Mozart, mon amour, alors vous êtes sur un sujet qui est totalement différent. Il s'agit de convaincre le Conseil impérial d'Autriche de rétablir la gloire de Mozart 13 ans après sa mort. Pourquoi vous avez voulu réhabiliter Mozart en écrivant cette pièce ? Parce que c'est une histoire authentique. Vous savez, à l'époque, on n'aimait que les compositeurs vivants. Il fallait faire du neuf, un peu comme la variété aujourd'hui. Un compositeur mort, il était vite oublié. Au moment où Mozart disparaît, il y a des compositeurs italiens très à la mode, il y a Salieri, et là, il y a Beethoven qui arrive. Et donc, on va l'oublier. Et c'est sa veuve qui va se battre pour qu'on n'oublie pas Mozart, qu'on continue à jouer Mozart. Elle va s'associer à un diplomate danois qui est à Vienne et qui est tombé amoureux de la musique de Mozart qu'il n'a pas connue, et aussi de la veuve de Mozart. D'ailleurs, il va épouser la veuve de Mozart et à deux, ils vont faire en sorte que Mozart soit continuellement joué et surtout, ils vont écrire la première biographie de Mozart en récupérant toute sa correspondance avec sa famille et c'est grâce à eux qu'on n'a pas complètement oublié Mozart après sa mort. Et c'est une pièce, ça faisait longtemps que vous vouliez l'écrire ?
Ah oui, j'avais ce projet depuis très longtemps avec Philippe Tesson. On en avait parlé quelques temps avant sa mort. Et Philippe Tesson, qui était un grand mélomane, qui était pianiste, les derniers morceaux qu'il a joués avant de disparaître, ce sont des sonates de Mozart. Alors dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est que le public joue un rôle. Le verdict lui appartient à la fin. Alors c'est vrai que c'est assez à la mode ce système. Est-ce que le verdict change ou est-ce que c'est toujours le même ? Eh bien, heureusement, on le joue depuis 14 mois et chaque soir, les spectateurs ont choisi de garder Mozart, de jouer Mozart. Alors c'est vrai qu'on essaye de les convaincre. Et pour les convaincre, on a même décidé de les faire chanter. Et quand ils se rendent compte combien c'est beau Mozart, à condition qu'on le chante juste, eh bien ils décident d'accorder l'éternité à Mozart. C'est vrai que c'est plus facile en 2024 qu'en 1791. C'est sûr. Alors justement, donc tous les soirs, vous donnez la parole au public. Il a le droit de vote et de choix. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à votre avis, a bien fait de donner la parole à ses concitoyens en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale ? J'ai peur que les concitoyens d'Emmanuel Macron soient moins amoureux de sa partition politique que les contemporains de Mozart de sa musique, tout de même. Alors, est-ce qu'il y aura pour Christophe Barbier un avant-après 7 juillet 2024 et peut-être une nouvelle pièce à écrire dans quelques temps ? Ah oui, c'est incontestable. Mais vous savez, dès le soir de la dissolution, je me suis dit, il y a une pièce à écrire. C'est les quelques heures dans le bureau du président où ont défilé tous les pros et les anti-dissolution, tous ceux qui étaient catastrophés, tous ceux qui ont essayé de le convaincre. Il y a un drame qui s'est joué dans la Macronie qui ferait sans doute un formidable huis clos théâtral. Avignon cet été ? Alors Avignon en spectateur, parce qu'avec l'actualité politique, on va être tenu à Paris, on va s'échapper pour voir des pièces. Puis c'est un millésime un peu particulier pour Avignon, écourté à cause des Jeux Olympiques. Donc on va y parler beaucoup politique. Mais c'est en 2025 que je retournerai à Avignon comme acteur. J'espère pour jouer le dialogue entre Paul Morand et Gabrielle Chanel, Mademoiselle Chanel en hiver. Oui. J'ai eu le bonheur de jouer avec Caroline Sillol pendant 2 saisons consécutives. On espère aller au Festival d'Avignon 2025 et puis peut-être aussi avec Mozart. Je voudrais qu'on revienne sur l'actualité. Si vous deviez expliquer à un enfant ce qui se passe actuellement en France, politiquement, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais d'abord que c'est la preuve que rien n'est au-dessus de la démocratie et qu'il faut voter parce que les peuples ont entre leurs mains leur destin. C'est important, il y a une grande incertitude aujourd'hui sur le résultat, ça veut dire que chaque voix va compter. Je lui dirais ensuite que la démocratie, la liberté, la République, c'est jamais acquis. Il y a toujours des moments où les peuples peuvent être tentés par le choix de l'autorité ou le choix de l'extrémisme, parce que le peuple est en colère, parce que le peuple est malheureux, parce qu'il est inquiet. Et que donc la conscience politique, c'est important. Je lui dirais aussi qu'il y a une jeune fille qui s'appelait Antigone et qui a décidé de braver la loi parce qu'elle voulait enterrer son frère et qu'elle pensait que c'était au-dessus des lois et qu'elle a posé le problème du libre arbitre, de la conscience, de l'indépendance, de la liberté politique. Et que cette histoire qui a plusieurs milliers d'années, elle est encore valable aujourd'hui. Et puis je lui dirais enfin à cet enfant que la politique en France, c'est le plus merveilleux roman, la plus fabuleuse pièce de théâtre qu'on a inventée. On ne s'ennuie jamais. Qui aurait pensé l'élection de Macron? Qui aurait pu deviner la dissolution? Qui aurait pu penser ce qu'on a vécu le 21 avril 2002 ou en mai 68? L'histoire politique de France, elle a été écrite par Alexandre Dumas. Elle est passionnante. Je pense que vous devriez faire un petit tour dans toutes les écoles, Christophe Barbier. Ça leur ferait beaucoup de bien de vous entendre et de vous écouter. J'ai toujours du bonheur à aller parler aux élèves, à leur parler de théâtre et de politique. Absolument. Une dernière question. Avec tout ce qui se passe en ce moment, quelles sont les rumeurs ou les choses les plus hallucinantes que vous ayez entendues ou que vous entendez ? On entend des choses en effet hallucinantes. On entend que le président ferait tout cela pour déclencher l'article 16 de la Constitution qui permet de donner les pleins pouvoirs au président. Ça n'a été utilisé qu'une fois en 1961 parce qu'il y avait un putsch militaire en Algérie. Donc voilà, on est dans l'ordre du fantasme. On entend aussi des alliances formidables. Certains rêvent de voir François Hollande devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron. Avouez que ça serait assez cocasse, mais je pense que ça relève de la politique fiction. Et puis, on entend aussi des choses qui sont de l'ordre du réalisable, mais qu'on n'a jamais expérimenté. Une alliance qui irait de la gauche à la droite, avec des ministres techniques, qui seraient par-delà les clivages pour juste gérer le pays. C'est peut-être pas enthousiasmant, mais on va peut-être apprendre l'art de la coalition, l'art de travailler avec son contraire, comme le font beaucoup de démocraties autour de nous. On est dans l'incertitude, on va vers l'aventure, c'est évident, on va vers l'inconnu, et cet inconnu, on va l'écrire. C'est les Français qui, par leur vote, par leur comportement aussi après le résultat, vont écrire ce futur. Et finalement, la liberté des peuples.
Et dans le cas d'une coalition, quel serait pour vous l'homme providentiel qui pourrait réunir de LR jusqu'aux socialistes en passant par le centre et les Verts en tant que Premier ministre? Alors, si on cherche parmi les hommes politiques, on est sûr de tomber sur des gens qui seront systématiquement récusés par la moitié de l'hémicycle. Mais il y a déjà des candidats. Oui. Vous savez que Manuel Valls. Oui, Jean-Louis Borloo commence à dire, tiens, je suis centriste, je plais à la gauche, je déplais pas à la droite. Vous avez aussi François Baroin, qui est très populaire, qui ne fait plus de politique depuis quelques années. Donc on peut chercher des figures, on pourrait même les tester. Et puis certains disent non. L'homme providentiel, on ne le connaît pas. Et il faut surtout qu'on ne le connaisse pas. Il faut que ça soit un inconnu, un haut fonctionnaire, un grand magistrat, quelqu'un qui viendra de la société civile et qui, parce qu'il n'a pas d'ambition, parce qu'il ne fait pas de politique, pourvu qu'il connaisse les rouages de l'État, sera apte à être le comptable de la France pendant cette période un peu tortueuse. Et pourquoi pas? C'est ce qu'on appelait un pape de transition dans l'histoire de l'Église. En tout cas, quelle que soit l'issue, ce sera très intéressant le 30 et le 7 juillet, quoi qu'il advienne. Merci Christophe Barbier d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes jusqu'au 7 juillet au Théâtre de Poche Montparnasse dans 2 pièces, l'une à 19h, l'autre à 21h, dans Mozart, Mon Amour et le tour du théâtre en 80 minutes. Ne manquez pas ces rendez-vous, vous allez passer un excellent moment. Merci à vous tous de nous avoir suivis et avec Catherine, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry et entre 12 et 13 dans Y'a pas d'âge avec plein de sujets comme d'habitude. Bon dimanche. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.